Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre du Royaume du Maroc à l'occasion de la 47e session de l'Académie du Royaume du Maroc qui se tient en ce moment précis sous le thème la Méditerranée comme horizon de pensée. Et cet événement est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sous la présidence d'honneur de M. Abdeljalil Lamjouri, qui est donc le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc. Et sur ce plateau pour ce premier numéro, nous recevons pour vous M. Jean-Célestin Egangué. Il est journaliste, écrivain, essayiste, directeur de la communication des 72 heures du livre de Conakry, fondateur du site d'information très important newsafrica24.fr sur ce plateau. Merci à M. Egangué d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup Alfred Oulemou de me recevoir, de m'amener à la rencontre de vos téléspectateurs de Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes donc à Rabat ensemble dans le cadre de cette 47e session de l'Académie du Royaume du Maroc. Le thème, la Méditerranée comme horizon de pensée, c'est un thème aussi important. C'est un thème important, c'est un thème évocateur, c'est un thème polysémique, puisqu'il a plusieurs sens en fait. Quand on parle de Méditerranée, c'est vrai, on pense d'abord à la fameuse mer, la Mare Nostrum, la Grande Bleue. Quand on pense Méditerranée, on pense aussi tout ce que cette étendue d'eau charrie comme conflit, comme convoitise, parce que c'est aussi une voie maritime et par laquelle, effectivement, dans le temps, il y a eu à la fois des pirates, mais c'est aussi une voie par laquelle sont passés plusieurs convois, j'allais dire, d'armement, de choses pas toujours très jolies, et particulièrement une voie qui a englouti plusieurs dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de morts, particulièrement des jeunes qui partent d'une rive à l'autre de cette étendue d'eau pour aller chercher un mieux vivre dans cette Méditerranée-là. Donc c'est un thème effectivement qui a plusieurs acceptions et c'est un thème qui, je trouve, est particulièrement intéressant pour cette 47e session de l'Académie du Royaume du Maroc. Il faut dire que ce thème arrive après que l'Académie ait déjà eu l'Afrique comme horizon de pensée, l'Asie comme horizon de pensée, et je crois qu'il y a d'ailleurs eu le Pacifique aussi comme horizon de pensée. Donc c'est effectivement une occasion presque idéale, sinon rêvée, de pouvoir analyser de fond en comble ce que représente cette Méditerranée-là et ce qu'elle peut nous suggérer comme réflexion par rapport justement à son rôle, par rapport à la vie qu'elle véhicule, cette Méditerranée-là, mais aussi par rapport aux différents défis, conflits, situations compliquées, et même aller jusqu'à la mort, puisque, on le disait, il y a chaque année plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui laissent leur vie. Qui laissent leur vie. Parler de la Méditerranée, cela sous-entend que cette Méditerranée est subjective. Parce que vous avez abordé tout à l'heure, parlant de la Méditerranée, n'a pas toujours été agréable compte tenu de la traversée des pirates, des armes, même des morts. Aujourd'hui, à l'occasion donc de cette 47e session, est-ce qu'il vous pensez, parce que la question se posait, est-ce qu'il faut redéfinir une nouvelle dimension de cette Méditerranée aujourd'hui? Alors, c'est une des problématiques qui a été abordée d'ailleurs par les intervenants qui sont venus eux aussi de partout, pas seulement du Maroc, mais également des autres régions d'Afrique, de Tunisie. D'autres sont venus d'Europe, de France, Marseille, région parisienne et compagnie. D'autres sont venus d'Angleterre, il faut le dire aussi. Donc, en fait, il y a énormément de sont réunis dans cette 47e session. Et effectivement, l'une des thématiques qui a été abordée était de savoir effectivement s'il fallait redéfinir en quelque sorte, reconsidérer
cette Méditerranée-là à l'aune de ce qu'on sait d'elle aujourd'hui, parce que les écrits qui ont été faits, aussi bien par des historiens comme Fernand Braudel, qui a beaucoup écrit sur cette question-là, garde un regard un peu distancié, c'est-à-dire ramené au temps où il écrivait, parlait surtout de la Méditerranée dans le passé, de l'époque, où il la considérait d'ailleurs comme une mer appartenant à l'Europe et à l'Occident, et qui devait imposer, imprimer en quelque sorte sa domination sur la partie sud de cette Méditerranée, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique subsaharienne et même l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut plus se contenter de cette vision des choses, on ne peut plus se contenter de rester sur ce récit-là, qui apparaît, même s'il est nécessaire parce qu'il fait partie de l'histoire, mais il apparaît un peu passéiste aujourd'hui, et on voudrait que justement les nouvelles générations, les nouveaux historiens, les nouveaux anthropologues, parce qu'on a eu tout à l'heure Mme Bourgia qui est intervenue également pour nous expliquer ce qu'elle pense effectivement de ces études qu'elle a réalisées sur cette question-là. Et à la lumière de tout cela, on a très envie effectivement que ce récit soit renouvelé et qu'aujourd'hui, les Africains, mais pas que, les Méditerranéens de la nouvelle génération posent un nouveau et réécrivent l'histoire de la Méditerranée à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui, que c'est une mer effectivement qui n'est pas que douce et agréable, et c'est une mer qui est très convoitée et dans laquelle se sont battues plusieurs nations, pas seulement européennes, mais également d'Afrique du Nord et même tout ce qui concerne l'Angleterre à l'époque. Et c'est une mer qui, effectivement, aujourd'hui, mérite d'être regardée avec nos yeux d'aujourd'hui et avec tout ce qu'on a eu, on a amassé comme connaissance dans le passé pour essayer de projeter dans l'avenir. Alors, l'une des pistes qui a été lancée par Mme Bourgia notamment, mais pas que, était effectivement qu'il y ait une sorte de, alors, on peut dire association ou coopération entre des nouveaux historiens et les nouveaux anthropologues, les nouveaux cinéastes eux-mêmes, puisqu'il a été question aussi d'imagerie que véhicule la Méditerranée, pour que tout ce monde se mette ensemble, et y compris les populations qui habitent les deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire la rive occidentale et la rive africaine, que chacun puisse se mettre avec l'autre pour que, ensemble, on puisse redéfinir un nouveau récit de cette Méditerranée-là. Et justement, pour parler de la Méditerranée, quels sont les différents, entre autres, peut-être pas tous les pays, parce que quand on parle de la Méditerranée, généralement, l'on a l'impression que ce sont vraiment les pays arabes seulement qui sont des pays méditerranéens. Non, oui, je comprends très bien la question. Non, la Méditerranée, on dit que c'est entre deux rives, en fait. C'est une mer qui relie, qui fait en fait la passerelle. Qui fait un peu la passerelle, j'allais dire, maritime, entre deux rives, entre deux continents. Le continent africain, effectivement, et avec les pays vous avez dit arabes, mais les pays d'Afrique du Nord, qui ont les premiers, la frontière avec cette Méditerranée-là, mais aussi la partie européenne. Les pays méditerranéens à l'échelle de l'Europe, on citera l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France et bien d'autres encore. C'est des pays qui ont en partage justement cette mer-là, la Méditerranée, avec les pays d'Afrique et même la Turquie et tout ça. Donc c'est une mer, c'est un espace géographique qui mérite d'être partagé par les populations des deux rives, mais je dirais, mais pas que, par tous ceux qui ont vocation à travailler, à voyager, à naviguer, à se servir de cette Méditerranée-là comme espace de communication ou comme espace de vie. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes donc dans votre émission Rencontre ici à Rabat, dans le cadre de la 47e session de l'Académie du Royaume du Maroc. Nous recevons sur ce plateau M. Jean-Célestin Egangué. Vous qui êtes écrivain, vous dépeignez généralement la question de la jeunesse africaine. Et vous avez souligné tout à l'heure que cette mer Méditerranée est aussi une tombe pour ces jeunes Africains qui veulent aller chercher l'Eldorado. Effectivement, on le dit pour la Méditerranée, mais on pourrait le dire pour d'autres
c'est-à-dire d'autres voies, d'autres supports aussi. Vous savez très bien, Alfred, parce que vous êtes guinéen, que Fodé et Yaguine, qui étaient les deux jeunes Guinéens, qu'on a retrouvés morts dans le train d'atterrissage du vol de la Sabena en 1999, ne sont pas passés par la Méditerranée. Ouais. Donc, mais je dis ça pour que les gens, on parle de la Méditerranée, il n'y a pas que la Méditerranée où les gens perdent la vie, où les jeunes perdent la vie, mais la Méditerranée particulièrement parce qu'effectivement, c'est souvent des hécatombes, et c'est souvent des bateaux de fortune que les jeunes empruntent parce qu'il y a un mirage de l'autre côté justement de cette Méditerranée-là. Ils veulent aller chercher à mieux vivre, peut-être parce qu'ils ne trouvent pas assez de loisirs chez eux, ils ne trouvent pas assez de quoi s'occuper dans la partie africaine de la Méditerranée. Ils ne trouvent pas, en tout cas, tout ce dont ils rêvent pour leur épanouissement et pour leur bonheur. Ils ne trouvent pas ça sur place. Et il y a donc cette tentation presque effrénée d'aller sacrifier sa vie pour, comme un coup de barreau d'honneur, essayer de toute façon, essayer coûte que coûte de traverser pour aller de l'autre côté et espérer avoir un mieux vivre de l'autre côté. Or, malheureusement, l'expérience montre que, ou les chiffres sont là pour parler, que pour une centaine qui tentent l'expérience, il y a peut-être 5 ou 10 qui arrivent. Et donc, ça veut dire que 90 n'y arrivent pas. Et donc, c'est vraiment un tombeau, j'allais dire, à mer ouverte, qui engloutit chaque année, mais vraiment des centaines, voire des milliers de nos jeunes compatriotes. Et si moi j'avais un message à lancer à l'adresse de cette jeune génération, je veux leur dire qu'effectivement, tout n'est pas rose chez nous. Mais on a tellement beaucoup de choses, on a tellement de choses, tellement de quoi s'investir, réfléchir, s'impliquer, construire, parce que personne ne pourra construire à notre place. Nous avons des capacités intellectuelles, physiques, imaginatives, d'enthousiasme pour essayer de mettre en place des projets, les réaliser et nous fixer sur nos terres que de tenter l'aventure et ne pas être sûr qu'on y arrivera de l'autre côté. Et souvent, d'ailleurs, quand on arrive de l'autre côté, c'est moins facile qu'on ne croit. Parce qu'il faut chercher à s'intégrer, il faut chercher à reconstruire autre chose. Et souvent, ce n'est pas facile. Et ce qui y arrive, c'est souvent au prix de beaucoup, beaucoup d'efforts et de sacrifices. Au prix de beaucoup d'efforts et de sacrifices, nous continuons donc notre randonnée méditerranéenne. Et pour parler donc de la Méditerranée, bien entendu, il y a des cloisons, comme le diraient les différentes personnes qui étaient donc à la table d'honneur, qui disaient il y a des cloisons virtuelles, des cloisons imaginaires qui constituent aujourd'hui un blocage dans le cadre de la mise ensemble de tous ces pays et de toutes ces énergies. Oui, il y a des cloisons, souvent des barrières qui sont à la fois physiques réelles, parce que c'est une zone de conflit. Plusieurs États se disputent. La Turquie, l'Angleterre, qui n'est même pas un pays méditerranéen en tant que tel, mais lié aux États-Unis, ils veulent aussi leur part dans cette Méditerranée-là. La Russie qui est très loin, mais elle aussi, elle veut avoir son droit de regard. Les Européens, les Français, les Espagnols, qui ont considéré toujours la Méditerranée comme étant leur propriété personnelle, et les Portugais. Donc, c'est une région, mais les Africains aussi. La Libye, le Maroc, est un pays qui a plus de 500 km de frontières, je veux dire, avec la Méditerranée. Et donc, c'est un pays qui est totalement, profondément méditerranéen, et qui revendique cette méditerranéité à juste titre. Donc, effectivement, il y a des barrières qui sont liées au fait que plusieurs pays se la disputent. Mais est-ce que quelqu'un peut s'approprier la mer? La mer, c'est une étendue d'eau salée qui est pratiquement infinie. Dans le temps, on disait que justement la mer n'appartenait à personne. Et que c'était justement un espace libre de droit. Non, mais depuis, les choses ont changé et beaucoup de pays ont fait de la Méditerranée une sorte de zone de chantage. Je reviens sur la Turquie. Longtemps, la Turquie, elle s'est battue, on l'a d'ailleurs vu dans les exposés qui ont été faits, elle s'est battue, elle a essayé de montrer au monde entier que la Méditerranée était en quelque sorte son espace naturel.
de Solomon le Magnifique à Atatürk, Mustafa Kemal, tous ils se sont battus pour ça. Mais ça n'a pas empêché que, quand ils ont été défaits, ils reviennent encore à la charge, aujourd'hui avec Erdogan, pour faire de la Méditerranée justement un espace de chantage par rapport aux autres pays qui veulent s'en approprier. Donc il y a ces barrières, j'allais dire, physiques qui sont réelles. Mais il y a aussi des barrières psychologiques, quasi imaginaires, que le commun des mortels, en tout cas beaucoup de personnes, se sont fixées dans leur tête. Et ces barrières imaginaires sont aussi liées aux récits imaginaires qui ont été faits sur cette Méditerranée-là, par certains historiens, mais aussi certains navigateurs qui ont véhiculé des images qui ne sont plus en total raccord avec la réalité d'aujourd'hui. C'est toutes ces barrières qu'il faudrait effectivement dépasser pour que cet espace de navigation puisse être aussi une zone qui rassemble, une zone où le bon vivre et le mieux vivre ensemble puisse être une réalité. Et en cela, un des intervenants a parlé ce matin de son étude qu'il a en train de mêler sur les différents festivals et les différentes animations culturelles autour de la Méditerranée. Je trouve que ça pourrait être un bon premier point pour rassembler, parce qu'on sait que la culture rassemble toujours, elle ne divise pas. La culture, j'allais y arriver. Est-ce que vous pensez que la culture peut être un outil important pour vraiment rapprocher les différents bords? Alors, vous regardez dans toutes les situations, vous allez voir, même la situation de guerre aujourd'hui en Ukraine, vous vous rendez compte que les Ukrainiens, non seulement ils ont la foi en leur pays, donc ils aiment la patrie, ils ont l'amour de la patrie, ils aiment leur pays, mais il y a des artistes ukrainiens qui font des concerts dans le métro, dans ce qui reste d'espace encore viable, où on peut se promener de manière un peu librement. Ces manifestations culturelles contribuent à donner un peu de bonheur aux populations et à renforcer aussi leur morale. Effectivement, la culture, on dit c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et le président Senghor disait aussi en son temps que même le développement, il est lié à la culture. Il disait que le développement, il sera culturel ou ne le sera pas. Quand on veut se développer, quand on veut rassembler les gens, quand on veut se parler de manière sincère, quand on veut évoquer des projets, je veux dire, qui peuvent apparaître quasi divins pour certains, mais des projets réels, mais ce seront autour de la culture. La culture, c'est effectivement ce qui nous rassemble. C'est ce qui permet aux gens de se parler, même quand les armes tournent, même quand la pluie tombe, même quand il y a le feu qui brûle. On a la culture pour continuer effectivement à nous rassembler et à permettre que nous regardions dans la même direction. Directeur de la communication des 72 heures du livre de Conakry, vous marquez là la présence donc de cet événement majeur. Qu'est-ce que ça vous dit, les 72 heures du livre, à cet événement très important? Alors, deux mots peut-être sur ce qui s'est passé dans la 14e édition, qui avait lieu donc 23, 24, 25 avril, qui s'est prolongée du côté de Dalaba. Ça a été une édition extraordinaire. Extraordinaire parce qu'avec comme pays invité d'honneur le Royaume du Maroc, qui s'est déplacé en masse, et j'allais dire en masse et en qualité. Parce que le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc s'est déplacé personnellement avec sa délégation, parce qu'il a trouvé que être présent à Conakry pour cette 14e édition de 72 heures de livre, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Et on dit merci au Royaume du Maroc pour n'avoir pas eu à manquer ce rendez-vous-là. Mais on dit merci aussi parce que, au-delà des 72 heures du livre, comme événement, c'est aussi toute une coopération qui s'est tissée, qui est en train de se nouer entre les deux pays. Vous avez parlé tout à l'heure de culture, mais la culture aussi est un instrument de diplomatie. Et cette diplomatie culturelle, elle est en train de faire son effet. C'est aussi à ce titre, en tant que directeur de la communication des 72 heures du livre, que ce qui était perpétuel à l'Académie du Royaume du Maroc, M. Abdeljalil Labdjouri, m'a invité pour que je vienne assister à cette 47e session de l'Académie du Royaume du Maroc, et je lui en suis infiniment reconnaissant.
pour parler du mot émérite, journaliste émérite, vous l'êtes, écrivain émérite, vous l'êtes, essayiste émérite, vous l'êtes. Et aujourd'hui, vous dites, vous avez écrit, vous continuez à toujours soutenir les autres médias, mais vous venez donc de lancer un média aussi important en ligne, newsafrica24.fr. Oui, newsafrica24.fr, pourquoi? Parce que nous qui vivons à Paris, on a eu l'impression qu'il n'y a pas assez de médias, pas assez de support médiatique pour véhiculer l'actualité quotidienne de l'Afrique et de ses diasporas. Il y a des médias qui parlent de l'Afrique, évidemment, mais il n'y en a pas assez pour parler de l'Afrique et de ses diasporas. Vous savez, les diasporas africains, on dit souvent que c'est la 6e région de l'Afrique. C'est une population qui pèse assez lourdement dans l'économie des pays africains. C'est des populations qui envoient beaucoup de l'argent, qui aident les projets, qui font beaucoup, même soutenir les familles quand il y a des problèmes. Et ces populations-là ont besoin que leurs actions soient médiatisées, soient portées à la connaissance du grand public. Or, malheureusement, il n'y avait pas assez de médias. Alors, News Africa 24 est né de cette idée-là de permettre à l'Afrique, mais aussi à ses diasporas, d'avoir un support où les uns et les autres peuvent communiquer, peuvent dire ce qu'ils pensent du continent, mais aussi de la diaspora, ce qu'ils pensent aussi du monde entier, parce que c'est aussi un regard de l'Afrique et de sa diaspora sur le reste du monde. Et ce média, qui est totalement opérationnel depuis 1 mois et demi maintenant, est hébergé depuis Paris, et effectivement, j'en suis le promoteur, je suis très fier. Je le fais avec un jeune ami qui est béninois, et je suis heureux qu'il soit avec moi, qui s'appelle Jean-Luc Agossou, qui est photojournaliste et qui est très très bon dans tout ce qui concerne la création. On a mis ce média sur pied après avoir suivi une formation de community management qui a duré 7 mois et qui nous a permis, à lui et à moi, de compléter nos outils journalistiques ordinaires pour nous arrimer justement à ce nouveau monde de l'information et de la communication. Merci donc d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Et très heureux de vous avoir retrouvé à Rabat. Merci. Rendez-vous Voilà. peut-être à Conakry À Conakry prochainement. Voilà, merci bien. Mesdames et messieurs, c'était donc le premier numéro de ce séjour marocain. Nous avons reçu M. Jean-Célestin Egangué sur ce plateau, avec l'espoir de vous retrouver dans un prochain numéro. Je vous dis bonsoir, au revoir, à très bientôt.